Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ville et entreprise. Ville et entreprise. Collection dirigée par Alain Bourdin et Jean Rémy. La ville peut être abordée selon des points de vue différents: milieu résidentiel, milieu de travail, milieu de culture. Ceux-ci peuvent être entremêlés ou séparés. Il en va de même des groupes sociaux qui communiquent à travers ces divers types d'enjeux. La dimension économique n'est jamais absente, mais elle entre en tension avec la dimension politique. Ainsi peut-on aborder la conception urbanistique ou architecturale, l'évaluation des politiques sociales ou socio-économiques et les formes d'appropriation par divers acteurs. Pour répondre à ces interrogations, la collection rassemble deux types de textes. Les premiers s'appuient sur des recherches de terrain pour dégager une problématique d'analyse et d'interprétation. Les seconds, plus théoriques, partent de ces problématiques, ce qui permet de créer un espace de comparaison entre des situations et des contextes différents. La collection souhaite promouvoir des comparaisons entre des aires culturelles et économiques différentes. Dernière parution. IFDRAUSSIN, Saint-Quentin-en-Yvelines, le centre-ville 1973 à 2003. Une épopée urbaine 2013. Lambert MOSSOA, les politiques urbaines en Afrique saharienne. Contours réels 2012. Jean-Luc Roch, une sociologie de la petite ville 2011. Pierre-Yves Léo et Jean-Philippe Dire, Ville moyenne et services aux entreprises 2011. Monique Richter pour une réhabilitation de l'habitat créole à Mayotte 2010. Guillemette Pince, la réhabilitation des quartiers précoloniaux dans les villes d'Asie centrale 2009. Alessia de Biaz et Monica Coralli, Espace en commun. Nouvelle forme de penser et d'habiter la ville, 2009. Jean-Luc Roch, La fin des petites villes, 2009. Carlos Collandiez, La ville africaine, entre métissage et protestation, 2008. Nicolas Lemas, Eugène Hénard et le futur urbain, quelle politique pour l'utopie, 2008. Maurice Guarnay et David Albrecht, La ville en négociation. Une approche stratégique du développement urbain, 2008. Cet ouvrage est issu du Congrès international, Culture régionale, développement économique, des ressources territoriales pour les économies régionales, organisé sous l'égide de l'Union Provence-Alpes, avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous remercions vivement ses partenaires ainsi que Kedge Business School de Marseille-Lumini qui a accueilli ce congrès, les 30 et 31 mai 2013. Introduction générale, René Kahn, Roselyne Lesquer, Jean-Michel Kosianski. Le rapport économie-culture, un thème universel opportunément revisité par les territoires. Si le propre de la démarche scientifique consiste, comme le pensait Gaston Bachelard, à travailler sur un sujet extrêmement spécialisé, dans ce cas une réflexion large et ouverte sur les rapports économie-culture, a toutes les chances de demeurer pseudo-scientifique et improductive, tant les deux notions que notre réflexion tente d'articuler sont par nature générales et polysémiques. Mais l'intérêt pour ce thème de recherche, dès lors qu'on s'affranchit des impressions premières et des jugements de valeur, est parfaitement justifié. Même si cette thématique ne bénéficie pas encore aujourd'hui d'un statut épistémologique assuré, il n'y a pas à notre avis de questions plus urgentes, plus importantes, ni hélas plus complexes, que celles qui traitent de l'articulation des règles et usages du vivre ensemble en société, la culture, avec les pratiques économiques fondées sur le calcul et que la théorie économique désigne comme un calcul coût-avantage et de maximisation individuelle d'une fonction d'utilité ou de profit. C'est proprement l'avenir de la diversité des cultures et de la cohésion des sociétés humaines qui est en jeu. D'ailleurs, le chercheur qui aborde, à partir d'une littérature désormais très abondante, la thématique des rapports économie-culture, nous nous concentrerons ici plus précisément sur les relations, culture régionale développement économique, effectue nécessairement un premier constat, il s'agit des apostrophes. Une thématique relativement ancienne, largement présente et débattue dans beaucoup de sociétés, et particulièrement dans la nôtre et qui par conséquent, a déjà été préalablement examiné sous différents aspects par une large palette de sciences sociales. Ce thème a en effet été exploré très sérieusement, dans ses différentes dimensions, sans remonter jusqu'à Aristote, l'éthique à Nicomaque, par un très grand nombre d'auteurs.
En économie politique, après quelques tentatives isolées de précurseurs restés marginaux dans cette initiative, comme Thorstein Veblen, Karl Polanyi, François Pérou, Amartya Sen, Jacques Généreux, Roland Granier et Martine Robert, cette question a été renouvelée par les économistes du courant majoritairement orthodoxe anglo-saxon ou mainstream. Hofstede 1980, Florida 1995-2002, North 2005, James 2005, Boschma 2005, Landry 2008, Scott 2010, Glaser 2011, etc. Ces auteurs cependant restent très circonspects quant à la dimension culturelle de l'économie et selon les spécialités, ils sont plus ou moins intéressés par ce rapprochement. Mais d'une façon générale, toutes les disciplines semblent concernées, même l'économie standard. C'est ce premier constat qui nous a conduit à proposer, sous l'égide du Congrès de l'Union provençale, un colloque universitaire à caractère pluridisciplinaire. Les sociologues, les linguistes, les gestionnaires, les anthropologues ont également investi, chacun à sa façon, ce champ de recherche original. L'universalité du thème transparaît également dans le caractère partiel, fractal et irrésolu des débats. Non seulement entre les spécialités mais aussi à l'intérieur de chaque spécialité, entre les approches et les écoles elles-mêmes. Il est évidemment impossible de présenter et même de résumer la richesse des thèses, à caractère disciplinaire autour du thème « Économie-culture », mais disons que tous ces travaux ont en commun de montrer qu'il existe en Occident une arène dans laquelle la rationalité économique utilitariste individualiste, porteuse d'une certaine conception de l'homme est confrontée à d'autres rationalités fondées sur d'autres conceptions qui appuient sur des institutions collectives comme la morale, la philosophie, la politique, la religion, etc., souvent marquées historiquement et géographiquement et pour cette raison qualifiées de culturelles. Toute cette littérature contribue à démontrer le caractère permanent de la confrontation entre deux sortes de rationalité ou logique, en particulier dans une économie capitaliste. La logique économique, plus précisément l'utilitarisme de l'homo economicus associé à la logique de marché, supposée universelle et les autres considérations dites extra-économiques, politiques, morales, religieuses, etc., qui émanent d'une organisation sociale située dans le temps et l'espace et par là considérée comme institutionnelle ou culturelle. Nous ne voulons évidemment pas dire par là qu'il n'existe pas d'institutions économiques collectives, mais que le raisonnement économique utilitariste associé à l'institution du marché s'est imposé comme pouvant se substituer au mode d'organisation plus traditionnel de la société. Dans la période actuelle, désignée par plusieurs auteurs comme étant celle d'une société de marché, il s'agit surtout d'évoquer le rôle plus ou moins résiduel et local de ces logiques non spécifiquement économiques, de comprendre l'articulation de la sphère économique sur les autres dimensions de l'organisation sociale, ou réciproquement, et finalement la place qu'occupe la rationalité économique relativement à d'autres rationalités construites ou héritées. Ainsi donc, cette littérature explore à partir de catégories conceptuelles simples et peut-être réductrices, l'état du dialogue entre deux sphères essentielles à toute construction sociale. 1.1. Une confrontation qui déplace la frontière des valeurs de la société. Les confrontations économie-culture, puisqu'il s'agit souvent d'opposition et de confrontation mais aussi de coopération, ne débouchent heureusement pas sur la désignation d'un vainqueur. Le gagnant, s'il y en a un, est le dialogue. Le plus souvent dans cette littérature, les deux protagonistes conceptuels, l'économie et la culture pour simplifier, à l'issue d'une confrontation musclée, à la fois théorique et pratique, réaffirment leur spécificité et leur raison d'être. À l'issue du débat, les clivages fondamentaux subsistent ou se reforment. Ils opposent par exemple, en sciences régionales, comme nous allons le voir plus loin, l'école du développement local qui fait toute sa place à la culture, à l'école anglo-saxonne de l'économie régionale culturelle qui ne reconnaît à la culture régionale qu'un rôle économique secondaire et uniquement dans la mesure où elle se conforme aux valeurs du capitalisme. Les échanges se poursuivent donc comme si cette dualité devait rester irréductible et le débat inépuisable, comme si l'objectif recherché, et il a déjà montré que cela est en effet souhaitable, était d'instaurer un dialogue continu et fructueux, Huck et Kahn 2009, Ordiné 2013. Avec la géographie culturelle, c'est l'anthropologie qui a sans doute le mieux résumé la nature de cette apparente et utile confrontation entre économie, raison utilitaire ou idéologie économique, et la culture,
pas seulement à travers ses manifestations politiques, car la culture en anthropologie fait l'objet de différentes définitions, culturalistes, naturalistes, utilitaristes, qui fondent des orientations théoriques très différentes, des paradigmes distincts. Le clivage le plus manifeste oppose le paradigme culturaliste, d'une part, selon lequel l'action de l'homme dans le monde doit être comprise comme étant médiatisée par un projet culturel, et le paradigme utilitariste, d'autre part, selon lequel il existe un homme économique universel agissant de façon rationnelle. La culture est considérée comme un environnement ou un moyen mis à la disposition de l'individu opérateur et comme résultante de ses agissements intéressés. Salin 1976, page 133. Même si rien n'empêche de considérer l'économie comme une culture particulière, les notions polysémiques d'économie et de culture apparaissent par conséquent comme deux notions fondamentales et complémentaires dans notre civilisation et pour cette raison, elles ont presque toujours été distinguées et séparées. Le plus souvent elles ont appartenu à des registres différents, l'ordre religieux ou politique d'une part, l'ordre productif, marchand et financier d'autre part. Dans le langage marxien, on parle de superstructures et des infrastructures. Longtemps elles ont pu s'ignorer presque sans préjudice et coexister. Ce clivage est également présent dans les thèses de Polanyi sur l'encastrement de l'économie dans les sociétés traditionnelles, où se maintiennent des éléments de marché, et sur le désencastrement dans une économie capitaliste de marché où la société devient un organisme qui, dans toutes ses dimensions essentielles, est soumis à des objectifs lucratifs. Polanyi 2011, page 19. Ce clivage est également visible dans les conséquences de la crise actuelle, où les carences du marché semblent entraîner une défiance vis-à-vis du politique et un surcroît de marchandisation et d'économisme au détriment de la recherche d'autres modes de régulation. Ce phénomène montre que la frontière est encore susceptible de se déplacer. Car l'économie apparaît aujourd'hui comme une culture universelle, capable de se substituer aux cultures historiquement et géographiquement situées. De fait, des langues et pratiques régionales s'effacent et disparaissent sous le rouleau compresseur des échanges marchands et de logiques économiques qui prétendent incarner la modernité. Agege 2000. Il faut cependant remarquer que toutes les pratiques et cultures nationales ou régionales ne semblent pas également menacées. Selon certains auteurs, les revendications ethno-régionalistes sont compatibles avec la mondialisation techno-marchande, Taguieff 2001. La diversité culturelle, qui doit être envisagée non comme donnée et allant de soi, mais comme construite et évoluant en fonction du contexte politique, économique et intellectuel, peut ainsi être envisagée comme un argument pouvant servir à la défense politique du protectionnisme culturel, ou au contraire trouver sa force dans les bienfaits du libre-échange culturel. Page 8, Matlard 2009. Certaines formes culturelles sont capables d'adaptation et de transaction avec l'économie, et semblent se pérenniser ou se renouveler. La logique économique ne se contente pas de se substituer aux cultures traditionnelles. Étant par nature rudimentaire, évaluation quantitative, calcul coût-avantage, maximisation du profit ou de l'utilité, elle a besoin, d'une part, de coloniser de nouvelles activités et de nouveaux espaces, la mondialisation, d'autre part, d'enrichir son propre dispositif en empruntant aux formes culturelles les plus dynamiques, des idées nouvelles, des contenus nouveaux, d'où l'importance du brassage économie-culture, de l'innovation et de la créativité dans les économies contemporaines. Le discours économique ne pourrait pas maintenir longtemps une suprématie et progresser s'il ne savait pas se renouveler et s'alimenter aux sources mêmes de la créativité, de la science et des arts, s'il ne puisait pas dans le grand vivier des cultures nationales et régionales. L'effet levier de la culture en économie est reconnu. Toutes les grandes organisations internationales de développement ou assimilées, PNUD, UE, Conseil de l'Europe, UNESCO, etc., en assurent la promotion. C'est ainsi que les pratiques économiques et formes culturelles régionales interfèrent fortement ou entrent en symbiose. 1.2. Vers un nouveau partenariat économie-culture dans les territoires ? Aujourd'hui, le phénomène le plus marquant dans l'espace économique comme dans le champ culturel est que l'économie et la culture semblent vouloir à nouveau se rapprocher et dialoguer plus intensément. Il serait plus juste de dire que l'économie souhaite puiser plus largement dans la sphère culturelle. De nombreux observateurs,
Élus politiques, entrepreneurs, chercheurs financiers, cabinets de conseil, aménageurs, le constatent ou le revendiquent. Cela tient, comme nous le montrerons plus loin, à la fois aux évolutions actuelles de l'économie, qui fait appel de plus en plus à des ressources immatérielles et culturelles de formes variées, et aux évolutions de la culture elle-même qui empruntent davantage que par le passé des canaux et des formes économiques pour se diffuser ou se pérenniser. À travers la science, l'art, le design, les métiers d'art, les médias, la technologie, les industries culturelles et aujourd'hui les industries créatives, etc. La culture et l'économie se rencontrent plus souvent, dialoguent et coopèrent. Du moins a-t-on l'espoir qu'il en soit ainsi car on trouve encore parfois des attitudes, soit d'indifférence du monde de l'économie par rapport à celui de la culture, et réciproquement de mépris de la sphère culturelle à l'égard des contingences économiques, soit assez fréquemment aussi, des volontés de domination, de captation, d'absorption sans réel dialogue, pour caricaturer, les demandes de financement ou de chèques en blanc formulées par des acteurs culturels, la captation d'innovation et à l'apostrophe. Attente de rentabilité exprimée par les investisseurs disposés sous cette condition à investir dans la culture, dans l'art, dans la recherche. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de tels lieux communs, même s'ils correspondent parfois à des situations réelles. L'une des thèses qui sera développée ici est que, pour que les rencontres économie-culture soient profitables aux deux parties et au territoire, il est impératif qu'une compréhension mutuelle s'instaure et que l'imprégnation modifie en profondeur la vision et les pratiques routinières des acteurs culturels et économiques. Il ne s'agit pas d'une formule lénifiante et creuse. C'est bien lorsque l'homme d'affaires, l'entrepreneur ou l'économiste a un regard d'artiste ou d'anthropologue sur son activité, qu'il innove et c'est bien lorsque l'artiste et le scientifique ont également conscience des enjeux et de la portée économique et sociale de leur activité qu'ils parviennent à faire œuvre commune, utile à la collectivité dans son ensemble. Mais il est probable que le capitalisme ne l'entende pas ainsi, et que le mouvement de fond que nous observons soit au contraire celui d'une instrumentalisation de toute forme culturelle au profit d'une seule limitée mais dominante, l'ordre spontané du marché, la catalaxie pour reprendre le terme de Friedrich Hayek. Ce débat aussi est engagé car les cultures craignent d'être instrumentalisées, confère la communication de Jean-Robert Alcaraz. Une troisième entité structure cette réflexion, c'est le territoire. C'est le point d'ancrage de l'économie et de la culture, et c'est aussi le lieu de leur rencontre. La relation économie-culture est associée à la décentralisation et à la remise en cause du monopole de la politique culturelle de l'État, Dubois 2010. L'action culturelle est au cœur du processus de régionalisation et de territorialisation. Mais l'affirmation de l'identité régionale, urbaine ou communautaire n'est pas suffisante en soi. Il faut garantir la cohésion sociale et le développement équilibré des territoires. Une connaissance approfondie de l'économie, en particulier des économies régionales, imprégnées de la culture des espaces, conduit à penser que si les pratiques actuelles tendent à mettre davantage de rationalité économique dans les politiques culturelles, il est surtout souhaitable d'injecter beaucoup de savoir et de culture dans les économies régionales pour parvenir à ce qu'on appelle un développement harmonieux des territoires. L'enjeu de ce dialogue est rien moins que la viabilité des régions. Il est donc intéressant de voir comment et pourquoi économie et culture se sont rapprochées, et surtout dans quelles conditions elles peuvent dialoguer utilement, notamment dans les régions et plus largement dans les territoires. Beaucoup de choses ont été dites et écrites à ce sujet, confère bibliographie. Beaucoup de forums, de séminaires et colloques ont été tenus, parmi lesquels le Forum d'Avignon, Économie et Culture, sponsorisé par des banques, des médias et des firmes multinationales et qui se tient désormais chaque année au Palais des Papes. Dans cette approche, il nous semble qu'il manque encore deux contributions. En premier lieu, une synthèse, une compréhension générale des relations économie-culture. La plupart des colloques et des ouvrages portent exclusivement sur un aspect particulier et monodisciplinaire à visée pratique. En second lieu, une meilleure prise en compte des rapports économie-culture en relation avec les territoires. Car ce sont d'abord les activités dans les régions et les collectivités territoriales qui sont concernées. Concernant la nature des relations économie-culture, les choses sont compliquées, voire souvent confuses, et méritent une grille de lecture. Nous tenterons d'en proposer une. S'il y a aujourd'hui presque unanimité pour promouvoir les relations économie-culture, certains spécialistes restent toutefois sceptiques, confère
Xavier Greff, Vincent Dubois, Alain Faure, Emmanuel Négrier, et dans notre propre groupe de réflexion, Jean-Robert Alcaraz et Philippe Blanchet. Le développement par la culture, cultural-led régénération, notamment la régénération urbaine par la culture conduit parfois paradoxalement à des appauvrissements économiques, faible retour sur investissement, sociaux, gentrification et culturelle, politique culturelle de façade, manifestation culturelle de papier, déculturation. Par ailleurs, les moyens préconisés pour obtenir ce rapprochement et les modalités d'interaction diffèrent sensiblement d'une région à l'autre, d'un projet à l'autre, de sorte qu'il n'y a pas de règle générale mais seulement des enseignements pour de bonnes pratiques. Schématiquement, les argumentaires et les dispositifs sont soit à dominante économique, la valorisation économique de la culture, les retombées économiques de la culture, le tourisme, le mécénat, les artistes entrepreneurs, la culture du développement, soit à dominante culturelle, les politiques culturelles, l'inventaire du patrimoine culturel, l'éducation à la culture, la démocratisation culturelle, soit encore, et c'est préférable de notre point de vue parce que les deux approches sont irréductibles, en faveur d'un dialogue, une fertilisation croisée économie-culture, pour reprendre la formule de Pierre Lafitte, le fondateur en 1973 de Sophia Antipolis, la première technopole française. En 2014, dans une économie dite de la connaissance, les rapports économie-culture ne sont plus confinés dans des espaces restreints et privilégiés, ils irriguent, suivant des modalités multiples, tous les territoires. Les communications du Congrès de Marseille nous en donnent de nombreux exemples, amplement analysés et débattus. 1.3. Les métiers d'art. Parmi les activités précitées permettant une rencontre entre la culture et l'économie, un secteur fera l'objet d'une attention particulière dans notre ouvrage, les métiers d'art, auxquels ont été consacrées 4 communications du Congrès. Réunir une telle proportion de contributions sur un sujet à ce jour aussi peu exploré par les chercheurs, excepté principalement les travaux en gestion, économie ou sociologie économique de Bergadaa, Greff, Jourdain, Kosianski et Lou, est un choix délibéré. Situé au croisement de l'art et de l'artisanat, de la tradition et de la création, les métiers d'art présentent en effet la particularité d'entretenir une relation assez étroite avec le territoire. Métiers et savoir-faire appartiennent à l'identité d'un territoire. Ils puisent leur existence même ou leur créativité dans le territoire auquel ils renvoient leur propre image et celle de leur réalisation. Kosianski et Lou 2002. Bien qu'issus de pratiques la plupart du temps séculaires, les métiers d'art viennent à peine d'être reconnus par la loi de 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, selon laquelle relèvent des métiers art. Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. Jusqu'alors, il était possible d'approcher le champ des activités concernées par un ensemble de travaux. En particulier, l'annuaire officiel des métiers d'art, mis en œuvre par l'Institut national des métiers d'art, indique qu'un professionnel des métiers d'art doit maîtriser un savoir-faire, des techniques et des outils traditionnels mais aussi innovants dans le but de créer, transformer, restaurer ou conserver, seul ou en équipe sous sa responsabilité, des ouvrages et des objets d'art produits en pièces uniques ou en petites séries. La liste des métiers de l'artisanat d'art, publiée au Journal officiel du 27 décembre 2003, permet de circonscrire le secteur des métiers d'art à 217 métiers classés en 19 domaines selon le matériau qu'ils travaillent, bois, cuir, métal, pierre, terre, textile, verre ou l'activité, art floral, art du spectacle, art et tradition populaire, art graphique, art mécanique, jeux jouets. 3 grands ensembles de métiers d'art peuvent être distingués. Les métiers de la création, qui permettent la conception ou la réalisation d'objets d'art originaux. Les métiers de la tradition, qui visent la réalisation d'objets d'art traditionnels à partir de modèles et techniques hérités du passé. Les métiers de la restauration-conservation, qui s'exercent sur le patrimoine immobilier ou mobilier. Pour le champ des activités des métiers d'art en France, ainsi déterminé, Bocher 2006 fournit les indicateurs suivants au 31 décembre 2004.
Principales données chiffrées sur les entreprises de métiers d'art en France, au 31 décembre 2004. Source, auteur d'après les données de Serge Bocher 2006. L'analyse de ces données nécessite de prendre en considération que bien que très minoritaires, les grandes entreprises, 0,1% de l'ensemble des entreprises de métiers d'art, tirent comptage, moyenne et ratio vers le haut. Ainsi d'après Bocher, les grandes entreprises du secteur des métiers d'art représentent 1,5% du nombre d'actifs occupés, 2,3% du chiffre d'affaires total, 2,3% de la valeur ajoutée et 12,7% du chiffre d'affaires à l'export. Hétérogène à divers titres, variété des métiers, des matériaux, des domaines d'activité, des tailles d'entreprise, etc. Le secteur des métiers d'art se compose de professionnels de différents statuts, artisans inscrits répertoire des métiers, artistes-auteurs, ressortissants de la maison des artistes, art sont des TPE. Les professionnels de ce secteur peuvent également exercer leur métier en tant que salariés d'entreprises artisanales ou industrielles, parmi lesquelles les industries du luxe. Les entreprises de métiers d'art pâtissent principalement des caractéristiques suivantes: atomisation, isolement des entreprises et difficulté à se regrouper, insuffisante organisation de l'offre, Kosianski 2010. Quant à la demande, elle se caractérise pour l'essentiel par une méconnaissance du public. Il s'ensuit un faible chiffre d'affaires. 65,4% des entreprises réalisent ainsi un chiffre d'affaires inférieur à 50 000 €, parmi lesquelles 36,9% ont un chiffre d'affaires inférieur à 20 000 €, Jourdain 2010. 1.4. Et les langues dans tout cela ? L'actualité nous amène à considérer la dimension linguistique dans la construction économique et sociale qui se joue, notamment au travers des dispositifs et enjeux européens. En effet, les liens entre culture et économie, s'ils comportent des enjeux complexes, se nourrissent aussi et évoluent en fonction du contexte en place. Actuellement, l'Europe s'engage dans un nouveau programme centré sur la mobilité apprenante, opportunité pour chaque citoyen d'acquérir des compétences en vue d'une meilleure insertion professionnelle, Erasmus+. Dans le même temps, une des ambitions européennes est d'assurer la croissance de toutes les régions qui la composent, et redonner du poids à cette échelle de territoire. En France, chaque région a signé ou va signer d'ici fin 2014 un contrat de plan État-région CPER, 2014 à 2020 où le but est de définir les priorités régionales pour accélérer la croissance, soit développer l'économie et l'emploi. Notre ouvrage permet d'interroger en particulier les liens entre culture et économie dans 3 régions: Alsace, Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur. En Alsace, une des premières régions à avoir finalisé son contrat avec l'État, le CPER nous permet de voir que les collectivités territoriales alsaciennes considèrent qu'il ne peut y avoir de développement harmonieux de la région, sans un volet culturel qui irrigue le territoire. La culture génère de l'attractivité, de l'emploi non délocalisable, une activité économique importante et un enrichissement humain propice au développement des compétences, page 116. La matière culturelle est associée au patrimoine muséal, bâti, écrit et audiovisuel, pour lequel il est souhaité une visibilité plus importante. En Bretagne, le CPER est encore en construction mais un schéma directeur adopté fin 2013 permet de saisir les grandes lignes de ce que représente le projet régional. Après une introduction bilingue français-breton, le plan renvoie à l'explicitation d'une ambition de développement d'une politique exemplaire en matière de développement durable, et notamment en développant une dimension sociétale. La politique territoriale, par les projets qu'elle accompagne, touche tous les types de publics, tous les thèmes de la vie quotidienne et a vocation à créer ou maintenir du lien social sur un territoire. Lutte contre l'isolement, dimension intergénérationnelle, mixité sociale, lutte contre les discriminations.
Les projets portés par les associations étant source d'animation et de développement sur les territoires. Le souhait de la région est de pouvoir continuer à les accompagner sur la période 2014 à 2020. La région questionnera donc les porteurs de projets sur la manière dont leur action concourt à la cohésion et à l'accessibilité sociale, au bien-être et à la santé, à l'épanouissement humain, à la valorisation de l'identité bretonne, au développement des langues de Bretagne, à mettre en œuvre une dimension artistique et culturelle et favorise l'ouverture au monde par des actions de coopération. Pages 17 à 18. Les langues de Bretagne, explicitement évoquées, sont des éléments de la richesse culturelle et sont relevées comme une force vivante de la population dynamique. Page 19. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2014 est une année de prolongement dans l'application du contrat 2007 à 2013 et de préparation d'un nouveau contrat avec l'État, où les contours du volet territorial restent à définir. Pour anticiper ce dernier, un diagnostic territorial a été effectué au deuxième semestre 2012. Nous en retiendrons l'image positive de la Provence et du massif alpin, ainsi que la diversité et la qualité des produits régionaux qui demeurent des atouts majeurs pour les secteurs économiques, page 119. La diversité culturelle est abordée dans ce document exclusivement au travers de la problématique de l'immigration. Si elle est d'ailleurs envisagée comme un atout, page 58, elle est aussi mentionnée comme une faiblesse en termes d'égalité femmes-hommes, la culture méditerranéenne renforce les stéréotypes sexistes, notamment chez les jeunes, page 107. La culture régionale n'est abordée qu'au sens du patrimoine culturel, d'une richesse considérable, et qu'il faut envisager, à l'instar de la région Alsace, au travers des pratiques du numérique pour en assurer sa diffusion et sa pérennisation. En ne s'arrêtant qu'à ces trois régions et de façon très partielle, malgré tout au travers de textes fondateurs des pratiques liées à l'échelon régional, des encouragements donnés en termes de valorisation de la culture régionale, nous nous apercevons que la culture issue du patrimoine régional est envisagée de façon multiple et que les langues ne sont que peu ou pas envisagées, si ce n'est en Bretagne, où les langues sont présentées comme un atout et participant à une ambition sociale durable. Aussi, l'ensemble des communications présentées permettra d'approfondir les points de vue sur les liens entre culture et économie, mais permettra surtout de présenter des exemples de faits sociaux qui nous font réfléchir à la manière dont les langues, régionales en particulier, continuum de pratiques sociales par excellence, pourront continuer d'exister et d'évoluer. Aujourd'hui, faire déplacer les citoyens européens vers d'autres territoires que les leurs, initialement, développer la découverte et l'ouverture à d'autres cultures, et en particulier à d'autres cultures linguistiques, incite les acteurs des territoires à déployer l'offre en matière de mobilité. Si l'Europe encourage la jeunesse, en particulier, à s'ouvrir aux cultures européennes, c'est une occasion de découvrir et faire découvrir les cultures régionales et donc les langues. Toutefois, la place des cultures régionales dans cette stratégie 2020 n'est pas la priorité puisque de manière transversale, dans l'ensemble des textes permettant la lecture spécifiquement des différentes stratégies des régions de France, la croissance économique et l'emploi sont bien les deux objectifs essentiels et fédérateurs. Résolument inscrits dans la stratégie Europe 2020 en matière de croissance, d'emploi et d'innovation, le programme européen Erasmus+ doit permettre de renforcer les compétences de tous, de favoriser le développement personnel et d'améliorer l'aptitude à l'emploi. L'ouverture linguistique y est fondamentale et constitue même un enjeu économique de taille. Le multilinguisme est un outil d'investissement dans l'éducation, dans la formation mais surtout dans la construction de l'espace social. Aussi, la période est porteuse dans l'utilisation du culturel vers l'économique et inversement. La considération des vecteurs de notoriété, d'identité, des cultures porteuses d'images en tant que prérequis à des schémas de promotion de territoire inclut la notion sous-jacente de valeur économique. Développer, par exemple, un tourisme durable en région signifie bien développer économiquement la région par ce biais. À recenser les constats, objectifs et recommandations exprimés dans les cadres de politique de développement, notamment touristique, de plusieurs régions, dont celui de la Bretagne, travaux de Roselyne Lesquer, nous repérons que les politiques en place souhaitent, au moins de façon théorique, répondre à une attente d'authenticité, de relations sociales, de perpétuation des dimensions des cultures régionales,
de perpétuation de valeurs propres à des communautés territoriales. La dimension régionale est plébiscitée à de nombreuses occasions, politiques et économiques en particulier. Si la décentralisation est au cœur de certaines préoccupations, cette échelle de territoire est aussi mise en concurrence avec la réalité internationale. La mobilité internationale est grandissante, ce qui entraîne de nouveaux paradigmes en matière économique, mais sous-tend également de nouveaux enjeux, de développement économique mais aussi linguistique. En France, cet encouragement à la mobilité peut entraîner un travail sur l'identité des territoires et une volonté de valoriser des communautés territoriales au potentiel culturel fort et reconnu, ce qui est le cas des différentes régions envisagées dans cet ouvrage. Les contextes interculturels aident au développement des aptitudes sociales des individus, et les langues régionales peuvent y participer pleinement. Bibliographie. Arendt, H. 1954-1972-2009. La crise de la culture. Paris Gallimard. Boschma R.A. 2005. Proximity and Innovation, A Critical Assessment in Regional Studies Volume 39. 1, page 61-74. Brodel, F. 1982. L'Europe. Paris, Arts et métiers graphiques. Claval, page 1995. La géographie culturelle. Paris, Nathan. Claval, page 2008. Les bifurcations de la science régionale, dans Géographie, Économie, Société 2, volume 10, page 157 à 184. Claval, P. Esperluet-Stasak. 2008. Où en est la géographie culturelle? Dans Annales de géographie, 2, numéro 660 à 661, page 3 à 7. Dubois, V. et al. 2012. Le politique, l'artiste et le gestionnaire. Reconfiguration locale et dépolitisation de la culture. Bellecombe-en-Bauge, Le Croquant. Dufour, D.H. L'individu qui vient après le libéralisme. Paris de Noël. Dumont, F. 1970. La dialectique de l'objet économique. Paris Anthropos. Dumont, L. 1977. Homo equalici, genèse et épanouissement de l'idéologie économique. Paris Gallimard. Fora Esperluet-Négrier, Eudir. 2001. La politique culturelle des agglomérations, Paris, la documentation française. Florida, R. 2002. The Rise of the Creative Class. New York, Basic Books. Florida, R. 1995. Towards the Learning Region, futur numéro 27, page 527 à 36. Forum d'Avignon 2010. Les stratégies culturelles pour un nouveau monde. Acte du Forum d'Avignon Culture, Économie, Médias, 2009. Paris Gallimard. Garnier J. 2011. Un appareil productif en mutation. Les 50 ans qui ont tout changé en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Paris, Economica. Glaser, E. 2011. Des villes et des hommes. Enquête sur un mode de vie planétaire. Paris Flammarion. Granier, R. Esperluet-Robert Monsieur 2002. Culture et structures économiques. Paris, Economica. Greff, X 2010. L'économie de la culture est-elle particulière? Dans Revue d'économie politique. Volume 120, page 1 à 34. Greff, X 2006. La mobilisation des actifs culturels de la France. De l'attractivité culturelle du territoire, à la nation culturellement créative. Document de travail du DEPS, N 1270. Greff, X 2005. La culture et le développement local. Paris, OCDE. Agege, C 2000. Halte à la mort des langues. Paris, Odile Jacob. Hall, ET 1979. Au-delà de la culture. Paris, Seuil. Enaf, Monsieur 2002. Le prix de la vérité. Paris, Seuil. Hofstede, G 1980. Culture 6 Conséquences, International Difference in Work-Related Value. California, Sage Publication. Huck D. Esperluet-Kahn, Erdir. 2009. Langue régionale, culture et développement, études de cas en Alsace, en Bretagne et en Provence. Paris L'Harmattan. Hussler C. 2004,
Espace, externalité de connaissances et innovation. Éclairage théorique et empirique. Thèse, Université de Strasbourg. Harrison, L.E. et Sperluet Huntington, SP Editors 2000. Culture Matters. How Value Shapes Human Progress. New York, Basic Books. James A. 2005. Demystifying the Role of Culture in Innovative Regional Economy. In Regional Studies, volume 39.9, page 1197 à 1216. James A. 2010. Regional Cultural Economy, Evolution and Innovation, Chapter 19 in Cook, Ph. et Sperluet al., ed. Handbook of Regional Innovation and Growth. London, page 246 à 262. Jourdain A. 2012, Réconcilier l'art et l'artisanat. Une étude de l'artisanat d'art. Sociologie de l'art. Numéro 3, page 21 à 41. Kant, E. 1785. Fondement de la métaphysique des mœurs. Kahn R. 2010. La dimension culturelle du développement territorial. Dans Revue d'économie régionale et urbaine, RERU, numéro 4, page 625 à 665. Keating Monsieur, Laughlin J. et Sperluet de Schubert K. 2003. Culture, Institution and Economy Development. USA, Édouard Elgar. Kosiansky J. Monsieur 2010. Ébauche de représentation économique des entreprises du secteur des métiers d'art. Économie appliquée. Tome 63, numéro 4, page 103 à 141. Kosiansky J. Monsieur et Sperluet Lou S. 2002. Identité S, Régional S et Développement local. Congrès, Environnement et Identité en Méditerranée. Université de Corse, Corté, 3 au 5 juillet. Land, DL 1998 2000e. Richesse et pauvreté des nations. Pourquoi des riches? Pourquoi des pauvres? Paris, Albin Michel. Landry, C. 2008. The Creative City, a Toolkit for Urban Innovators Routledge. Lequin, Y. 1984. Histoire des Français 19e-20e siècle. Un peuple et son pays. Paris, Armand Collin. Matlard, tome 2009. Enjeux intellectuels de la diversité culturelle. Éléments de déconstruction théorique, département des études, de la prospective et des statistiques, ministère de la Culture et de la Communication, Culture prospective, numéro 2009 à 2, juillet 2009. North, dès 2005. Le processus du développement économique. Paris Édition d'organisation. Ordiné, N. 2013. L'utilité de l'inutile. Manifeste. Paris Les Belles Lettres. Pallard J. 2009. La Bossing. Capital social et capitalisme régional. Pérou, F. Dialogue des monopoles et des nations. Équilibre ou dynamique des unités actives, Grenoble Pug. Polanyi, K. 1977-2011. La subsistance de l'homme. La place de l'économie dans l'histoire et la société. Paris Flammarion. Salin, Monsieur 1976. Au cœur des sociétés. Raisons utilitaires et raisons culturelles. Paris Gallimard. Scott AJ 2010. Creative Cities, The Role of Culture. Revue d'économie politique, 1, volume 120, page 181-204. Seine, A. 1993. Éthique et économie. Paris PUF. Schramm, A. 2011. Les artistes et l'entrepreneuriat en Flandre, dans l'artiste un entrepreneur? Liège, Smartbee Les impressions nouvelles. Taguieff, PA 2001. Résister au bougisme. Démocratie forte contre mondialisation techno-marchande. Turin. 1001 nuits. Touraine A 2010. Après la crise. Paris. Seuil. Tocqueville, A 1835-1992. De la démocratie en Amérique, 1835 à 1840. Paris Gallimard. UNESCO 2009. Investir dans la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Rapport mondial de l'UNESCO. http://doc.unesco.org/image/0018-001847-184755f.pdf. Veblen, tome 1899-1970-2011.
Théorie de la classe des loisirs. Paris Gallimard. Weber, Monsieur 1921-1971-2003. Économie et société. Volume 1 et 2. Paris, Pocket Agora. Présentation des communications. La culture, sous toutes ses formes, est célébrée pour elle-même mais de plus en plus souvent en tant que secteur économique à très forte valeur ajoutée, 58 milliards d'euros en 2011 en France, soit 7 fois le poids de l'industrie automobile. On souligne en particulier l'étonnante faculté de redynamisation qu'elle semble pouvoir transmettre à toute autre activité. On pense par conséquent qu'il convient de mobiliser pleinement les ressources immatérielles des territoires pour relancer la croissance et stimuler le développement local et régional. La démarche de valorisation économique des cultures régionales, souvent observée et largement plébiscitée par les pouvoirs publics européens et par les entreprises, particulièrement dans une période de récession et de mutation de l'économie, soulève cependant beaucoup d'interrogations. Les communications suivantes, prises ensemble, n'apportent pas une réponse globale et tranchée, mais des éclairages nombreux et informés qui débouchent réellement sur une meilleure compréhension des enjeux de l'orientation actuelle de l'économie, des terrains étudiés mais aussi des politiques publiques de développement et des stratégies territoriales d'entreprise. Si désormais la culture des territoires compte, c'est la nature même du développement économique qui change, mais c'est aussi la perception et la gestion des cultures régionales qui doivent évoluer. Y contribuer, telle est l'ambition de ce travail collectif. Cet ouvrage reprend dans son organisation même les communications présentées, mais révisées par les auteurs et les thèmes développés, lors du congrès international qui s'est tenu à Euromed Management Cage Business School, à Marseille-Lumini, les 30 et 31 mai 2013, Culture régionale, développement économique, des ressources territoriales pour les économies régionales. Il comporte 3 parties. Un premier groupe de communication, rassemblé dans la partie 1, le rapport économie-culture, un thème universel opportunément revisité par les territoires, fait porter le débat principalement sur le bien-fondé de la démarche consistant à mobiliser les potentialités et les ressources immenses des cultures régionales y compris en dehors du secteur des activités dites culturelles et créatives. L'auteur principal de « Société transnationale et développement endogène » effet sur la culture, la communication, l'éducation, la science, la technologie. UNESCO 1981. Jean-Louis Reifer nous dit dans la communication introductive au Congrès qu'il convient aujourd'hui non seulement d'accepter, mais de hâter la mobilisation des ressources culturelles régionales et locales dans le cadre général du processus d'accumulation à l'échelle planétaire, processus qu'il définit aussi en termes de guerre économique. Cette évolution procéderait simplement d'un changement dans l'actionnariat et d'une forte dématérialisation de l'économie depuis les années 80. Conséquence directe de la mondialisation sous sa forme actuelle, l'impératif de valorisation économique des cultures, et parmi elles des cultures régionales, traduit également l'émergence d'une nouvelle économie de la connaissance, de l'innovation et de la créativité qui place désormais la culture au centre de la société. René Kahn constate que l'économie régionale s'est engouffrée dans l'option culturaliste du développement, et qu'en effet, la culture est actuellement pleinement mise au service de la compétitivité territoriale. Cependant, un débat de fond subsiste, essentiellement de nature académique entre la Regional Cultural Economy et l'école du développement territorial. Dans la première approche, les cultures régionales sont évaluées selon leur capacité à correspondre aux valeurs de l'économie marchande capitaliste. Selon la seconde école, le territoire sécrète sa propre culture du développement. La différence entre les deux approches n'est pas mince, elle conditionne largement les orientations concrètes du développement et les politiques publiques. Jean-Robert Alcaraz nous montre à travers une approche philosophico-économique fondée initialement sur les réflexions d'auteurs comme Hannah Arendt ou John Maynard Keynes, mais réactualisée et contextualisée à la lumière de travaux plus récents et des évolutions de l'économie contemporaine, qu'il s'agit là d'une fausse bonne idée qui instrumentalise la culture au point de menacer la singularité de cette activité si essentielle au bien-être et à la pérennité de l'humanité. Économie et culture relèvent de 2 sphères radicalement différentes. Il convient de comprendre les raisons de ce clivage et de le préserver.
Sébastien Fournier explore la relation économie-culture à travers l'émergence et les manifestations concrètes de la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Il nous montre par quels dispositifs, sous l'égide de l'UNESCO notamment, des ressources naturelles, des traditions, des pratiques sociales locales sont transformées en patrimoine, le processus de patrimonialisation est mis au service du développement. Il souligne la portée et les limites de ce processus et pose les conditions des bonnes pratiques. Jacques Garnier, en s'appuyant sur l'exemple de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont il a analysé les évolutions du système productif, contribue au moyen d'un essai de typologie à ouvrir la boîte noire des relations économie-culture à l'échelle régionale. Il fait apparaître judicieusement des strates culturelles et des modalités d'interaction multiples et discontinues dans le temps et l'espace. Il apparaît que les cultures traditionnelles ou résidentielles, mais aussi industrielles et technico-scientifiques, sont indissociables des orientations du développement régional, et opèrent selon les configurations territoriales comme des facteurs de blocage ou de déblocage du développement. Il montre aussi que dans ce qui apparaît comme des initiatives prises par les acteurs régionaux du développement, le rôle de l'État et des politiques publiques centralisées n'est pas neutre. Dardo de Vecchi explore lui aussi les modalités de l'interaction économie-culture, mais à l'échelle microéconomique des pratiques de l'entreprise. Il interroge d'un point de vue théorique mais aussi empirique, à partir de multiples exemples révélateurs et savoureux, la place et le statut des langues lorsque les entreprises pénètrent, parfois sans connaissance préalable, dans l'interculturel. Les langues qui sont des ponts entre les individus et les groupes humains, peuvent aussi constituer de redoutables barrières. D'où l'importance dans les enseignements dispensés par les écoles de commerce, d'une réflexion sur la nature des langues qui s'ajoute à l'acquisition des pratiques linguistiques. La compréhension fine des systèmes linguistiques, des opérations de traduction et des mécanismes en jeu dans les interactions culturelles, devient un enjeu majeur de l'internationalisation économique réussie des firmes. La seconde partie de l'ouvrage 2, intitulée « Les relations économie-culture dans les territoires à forte identité », regroupe les communications qui prolongent les réflexions précédentes à partir d'une série de terrains et d'études régionales. Comment les dynamiques économiques peuvent-elles contribuer au développement des langues et cultures? C'est à une réflexion sur l'inversion de la causalité usuelle que nous invite Roselyne Lesquer, dont les recherches portent en particulier sur l'affichage bilingue, à l'initiative des institutions publiques comme du secteur privé, notamment en Bretagne. Les biens et services économiques mis sur le marché portent des noms de marques qui sont parfois aussi des marqueurs de l'identité culturelle régionale. Les dispositifs comme « Produits en Bretagne », Braze in Progress ou encore le nom du groupe Kering mettent en lumière comment les aspects culturels régionaux sont profondément imbriqués dans les activités économiques. Ainsi, économie et culture dans certains contextes régionaux évoluent en symbiose, ils s'influencent et se modifient réciproquement. La mobilisation et la valorisation des caractéristiques de la culture régionale comme le renouvellement de l'identité communautaire semblent constituer un objectif en soi, autant qu'un impératif économique, au même titre que l'emploi ou la création de richesses. À travers l'historique et l'analyse du label OCPESR l'Occitan, Alain Alcouf montre que si les mécanismes économiques, par la diffusion de l'utilitarisme individualiste, ont contribué à réduire la diversité linguistique et à homogénéiser les comportements économiques et sociaux comme les modalités de l'organisation spatiale régionale et locale, il subsiste des formes d'attachement au territoire qui ont une fonction économique. Il y a alors cohabitation entre un objectif de promotion d'une langue et le calcul économique. La Chambre économique européenne des pays occitans, CEEPOC, s'est fixée depuis 1993 des missions économico-culturelles où le développement et la promotion économique vont de pair avec le développement linguistique. Cette association a multiplié les initiatives de développement local, les manifestations autour des produits régionaux, les labels de qualité et d'identité en élaborant une charte de qualité exigeante. De façon analogie, l'Officie PER l'Occitan, plus récent, s'est employé à décliner toutes les virtualités dont est porteur le label OCPESR l'Occitan. Il est utile de comprendre les mécanismes et l'impact de telles initiatives hybrides, de promotion linguistique et de développement économique.
Les rapports économie-culture ne sont pas l'apanage des milieux ruraux. Jean-Alain Ayrault nous entraîne dans le versant urbain, métropolitain et transnational du développement territorial. Les stratégies des firmes et les politiques publiques de développement initient autant qu'elles doivent y faire face, les mécanismes qui conduisent à faire rentrer les territoires dans la mondialisation et dans l'économie de la connaissance. L'approche désormais plus territorialisée de certains concepts comme l'innovation ou l'émergence de nouvelles théories et notions comme les régions de la connaissance, la créativité, classe et ville créative, la tolérance, la capacité d'absorption, etc., conduisent à questionner la tension et l'équilibre dans les régions entre le besoin de variété, de changement, d'ouverture d'une part, et le besoin de continuité et de cohérence d'autre part. Les réflexions sur les modalités de cet équilibre propre aux espaces urbains contemporains constituent un volet important des nouvelles relations économie-culture. Le projet de la région métropolitaine trinationale, RMT du Rhin supérieur illustre bien les enjeux de cet arbitrage. L'identité régionale n'est pas seulement remodelée par les acteurs économiques et institutionnels, elle est également travaillée consciemment ou inconsciemment par les créations populaires économico-culturelles. La sociologue Béatrice Mabilon-Bonfils se penche sur les influences multiples, cosmopolites et populaires qui façonnent aujourd'hui la culture provençale et l'identité marseillaise. Langue, pratiques musicales, art de la rue, chansons, rap, hip-hop, etc., sentiments et expressions d'appartenance entraînent aussi des initiatives économiques ou de développement qui croisent et valorisent divers matériaux culturels. Ces influences finissent par se conjuguer et donner une épaisseur et une identité singulière à des lieux, des activités et des individus prétendument mondialisés ou déracinés. Cette fabrique du lien à partir de l'hétéroclite doit interroger les pouvoirs publics et les gardiens de la culture traditionnelle. Le principe du développement territorial est fondé sur l'entretien et la mobilisation d'un capital social sous des formes positives. Tradition, fête, confiance, savoir-faire, etc., mais aussi et probablement surtout sous la forme des langues régionales. Giovanni Agresti et Silvia Palini explorent en théorie et en pratique les modalités de valorisation des patrimoines linguistiques minoritaires, au profit du développement économique et social local. Cette valorisation suppose un travail collectif. Elle semble impliquer en particulier une coopération entre les communautés concernées et des linguistes. Plus précisément, la maîtrise par les acteurs des ressources culturelles est possible lorsque la communauté linguistique est partie prenante d'un travail de recherche ainsi que des actions d'aménagement et de revitalisation linguistique. C'est à partir d'une association, Lem Italia, d'un label, Parchi Etno-Linguistici d'Italia, et d'un dispositif itinérant, créé et animé par les auteurs, la caravane de la mémoire et de la diversité linguistique, que la mémoire collective a pu être interrogée et qu'une réflexion collective s'est engagée sur l'importance et les potentialités du patrimoine linguistique dans les communes alloglottes de 6 régions d'Italie méridionale. Les auteurs présentent les résultats de cette recherche-action et leurs enseignements en faveur du développement du tourilinguisme de proximité. La troisième partie de l'ouvrage, 3, intitulée « Métiers d'art dans les territoires à forte identité », regroupe les communications qui prolongent les réflexions sur le secteur de l'artisanat d'art. Il est particulièrement mis à l'honneur car il illustre parfaitement la symbiose réussie entre les impératifs du développement économique à l'échelle régionale et locale, et ceux de la cohésion et de la vitalité territoriale. C'est à une compréhension renouvelée des rapports entre les cultures territoriales et certaines activités de production artisanale, et sous l'angle de la créativité, que nous invitent Jean-Michel Kosianski et Edina Soldo. Partant d'une réflexion sur l'évolution du concept de créativité, leur communication comporte un historique très complet autant sur les aspects théoriques que sur leur pendant empirique, district culturel, milieu innovateur, ville créative, etc. Les auteurs observent et interrogent le fonctionnement effectif et actuel des entreprises de métiers d'art, 38 000 entreprises en France. Il apparaît que la vitalité du secteur, qui est fonction traditionnellement du statut de l'entrepreneur, artiste de renom, artisan d'élite, créateur, façonnier, et de son mode d'accès au marché, est aujourd'hui couplée à une dynamique de créativité, notamment en termes de design. Cette dynamique microéconomique de créativité et d'innovation
devenue condition essentielle de la pérennisation des entreprises, s'appuie fortement sur, autant qu'elle l'alimente, une organisation territoriale mésoéconomique, y compris dans les espaces ruraux, qui contribue à entretenir une identité et un patrimoine collectif. Affirmer que les cultures régionales participent du développement ne suffit pas. La réalité paraît beaucoup plus complexe. La géographie culturelle ne coïncide pas nécessairement avec les limites des régions administratives. Les communautés culturelles constituées ne reflètent pas automatiquement une volonté réfléchie de développement. Les artisans d'art ne sont pas d'emblée acquis aux initiatives collectives de promotion, etc. C'est à une étude exploratoire, qui relève de la théorie enracinée dans les faits, que nous invitent Michel Bergadaa et Florence Clarac. En s'appuyant sur des enquêtes de terrain conduites en Pyrénées-Atlantiques auprès d'artistes et d'artisans, les auteurs mettent en exergue l'expression culturelle spécifique à deux cultures indépendantes, celle du Béarn et celle du Pays basque. Elles nous livrent une étude comparée riche en témoignages et en enseignements sur les méthodes vertueuses qui peuvent à la fois entretenir et valoriser les cultures locales. Aujourd'hui, les artisans d'art ont tendance à se regrouper, à former de petits clusters, à constituer des associations autour d'une identité territoriale. Louise Boucon qui assure la promotion de l'une d'elles, la Tuilerie Bossy dénommée également l'Association des ateliers d'art de Valabre à Gardanne, qui rassemble 12 ateliers d'artisans de métiers d'art dans un ancien bâtiment industriel situé sur un terrain privé passablement enclavé, nous en décrit la genèse, l'environnement social, politique, économique mais surtout la dynamique interne avec ses hauts et bas. Nous voyons s'ériger un projet économique et associatif sur les lieux d'une tuilerie désaffectée. Nous en partageons les aspirations, les exigences professionnelles, les interrogations identitaires, les tiraillements entre secteurs marchands et non marchands, les entreprises à but lucratif et les activités bénévoles. Il semble bien que la viabilité de ce projet repose sur la possibilité pour lui de s'inscrire dans un espace sachant faire territoire. L'identité territoriale n'est pas une notion vague et abstraite. Pour Anne Jourdain, l'identité territoriale d'une communauté d'artisans d'art, identifiable à travers le style de leur production, est d'abord fondée sur des routines de métiers similaires. Mais ces routines qui ont une épaisseur humaine et sociale touchent à la culture du lieu, elles façonnent des manières d'agir, de penser et de sentir. Cette étude à la fois théorique et empirique, fondée sur l'observation de 92 artisans d'art au travail, montre bien que les savoir-faire artisanaux ne se résument pas à l'acquisition d'une technique mais procèdent d'une transformation physique et psychique, d'une synesthésique accomplie qui laisse l'impression que la main pense. Ces routines de métier fournissent aussi le cadre duquel émergent des innovations incrémentales, des gestes créatifs et partant, l'originalité de la production de l'artisan, céramiste, souffleur de verre, etc., au sein d'un style territorial codifié qui constitue le véritable capital social du lieu. Présenté par l'initiateur du congrès, Henri Ferraud, trésorier de l'Union provençale, la partie 4 témoignages est consacrée aux interventions des élus, des chefs d'entreprise et des associations. Elle montre que les relations culture régionale-économie sont interrogées et mises en pratique au quotidien par les principaux acteurs du développement. Ces différentes communications sont conclues, dans une postface, par le point de vue du professeur Philippe Blanchet, sociolinguiste et spécialiste reconnu de la culture provençale. Communication inaugurale, Jean-Louis Réfer. Mondialisation, économie, identité et culture régionale. Je vais être direct. Au risque de vous décevoir à part les carreaux de Salerne qui constituent une des raisons de ma venue, je ne connais pas beaucoup les problèmes posés par les Souleyados, les Olivades, le savon de Marseille. Et en plus je ne parle pas le provençal. Donc je suis régionaliste par le plaisir et l'usage, plutôt que par la réflexion. Par contre, je connais un peu, je crois, le problème des sociétés qui souffrent ou qui ont un problème avec la globalisation. Mon propos s'organisera autour de 3 points, de 3 questions. La première est: qu'est-ce qui fonde l'identité ? L'identité d'une grande société comme la nation, d'une plus petite comme la région, voire d'une société beaucoup plus limitée comme celle que décrivent les anthropologues. La deuxième question est: comment défend-on une identité ? Je dirais tout de suite que je suis opposé à une attitude défensive trop marquée, et qu'il faut une défense intelligente de l'identité. Et le troisième point très important,
qui me fera lire avec intérêt les conclusions du Congrès, c'est que je suis convaincu qu'il faut aujourd'hui avoir une attitude positive et offensive. Alors sur le premier point, qu'est-ce qui fonde l'identité d'un territoire ? De mon point de vue, l'identité d'un territoire, d'une société, d'une nation, est constituée de 3 éléments articulés entre eux. C'est d'abord une culture, un système de valeurs, des normes, un mode de vie avec des outils, des produits qui sont aussi des œuvres culturelles, musique, peinture, architecture, littérature, etc. Ce sont également les produits de la recherche surtout en sciences humaines et sociales. Tel est le premier niveau. Le second niveau qui fait l'identité d'un territoire, c'est la façon dont les gens s'y socialisent, c'est-à-dire comment ils rentrent dans la société, comment ils sont placés dans la hiérarchie sociale, suivant quel dispositif, selon quelle éthique. Évidemment, il convient d'y ajouter le système éducatif, la justice au sens de John Rawls. C'est le problème de la société et de ses institutions. Le troisième niveau est constitué par les fondements de l'activité économique, qu'on peut appeler force productive, système de production, essentiellement le système matériel dans tout ce qu'il a de plus trivial, les branches industrielles, l'agriculture, les services, plus généralement ce que l'on produit, ce qu'on vend et comment l'on produit. Ces 3 niveaux sont articulés d'une certaine façon dans toute société, et il n'y a identité d'après moi, que lorsque ces 3 niveaux ont une certaine cohérence spécifique entre eux. Si vous avez une partie de la société qui est articulée à une logique complètement extérieure, et une autre partie totalement endogène sans lien entre les deux, vous obtenez une dualisation de la société qui va générer des problèmes. Ma génération a vécu ce débat. Je vous propose un peu d'histoire parce que vous êtes plus jeune que moi. Dans les années 60, il y avait vraiment 3 thèmes de discussion centraux. Le premier thème concernait le niveau national, et pas du tout le niveau régional. L'identité était conçue et pilotée au niveau national par un État plus ou moins représentatif, et dépendait totalement de ses options. Le second concernait le libéralisme, et son pendant le cosmopolitisme individualiste qui a toujours existé dans la culture anglo-saxonne. Ici l'identité est individuelle, l'identité sociale étant la somme des identités individuelles et des projets que les individus pouvaient mener à bien. Le troisième thème était influencé par le marxisme qui se posait bien des questions relatives à l'articulation entre les 3 niveaux évoqués, mais considérait que le niveau déterminant était la base productive et le rapport social autour duquel s'organisait la production et le partage de ses bénéfices. Je n'ai pas employé le vocabulaire marxien, mais en 1970, je vous aurais parlé de la superstructure au sommet de la pyramide, du rapport d'exploitation au milieu et en bas des forces productives. Aujourd'hui, il s'agit toujours de cela au contenu des concepts près. Et d'ailleurs, tout le monde reprend le cadre de raisonnement de Marx qui avait vu très juste dans la caractérisation de toute société par l'articulation de ces 3 éléments, si ce n'est qu'il a placé au centre le rapport d'exploitation comme rapport social dominant. On pouvait constater un raisonnement assez homogène dans les années 60, fondé sur l'idée que ce qui se passait au niveau 3, au niveau inférieur, celui de l'économie, de sa base matérielle et productive, déterminait tout le reste. Cette conception de l'organisation de la société était autant valable pour De Gaulle que pour le Parti communiste. On conduisait une politique industrielle nationale, destinée à construire les fondements de la cohérence nationale. Et l'on s'opposait sur la nature du rapport social. La culture en tant que telle était développée sur une base nationale, mais n'était pas considérée comme un facteur de changement. C'est précisément ce qui a conduit à mai 1968 et au renforcement d'un point de vue culturaliste qui allait progressivement s'affirmer. Je me souviens encore du jour où De Gaulle a fait venir les grands ingénieurs présidents des entreprises publiques. Entre parenthèses, ils n'étaient pas aussi bien payés qu'aujourd'hui. Marcel Boiteux pour l'électricité, Pierre Guillaumat pour la Française des pétroles et autres grands commis de l'État liés par un plan quinquennal relativement contraignant. Lorsqu'ils arrivent à l'Élysée, De Gaulle dit à Marcel Boiteux « Moi je veux le nucléaire pour notre indépendance énergétique ». Et il dit pareillement à Guillaumat « Je veux un monopole pétrolier ». C'était vraiment une époque où on construisait l'identité nationale sur la base des infrastructures économiques. Je dirais quand même que cette orientation était fortement appuyée par les dépenses militaires et les militaires eux-mêmes. Partout dans le monde,
il y avait des bases militaires et une force nationale néocoloniale encore très puissante. Bien entendu, chacun sait que De Gaulle a commencé à nous sortir de cette situation. Pour les marxistes, c'était exactement pareil. Pour conforter une identité nationale, ils n'avaient qu'un message. Vous nationalisez les moyens de production et les forces productives. Si vous nationalisez les moyens de production, vous aurez une société qui va s'organiser autour de l'économie, et la culture suivra. Regardez les œuvres culturelles, notamment la peinture. Combien la peinture a été dépendante de son environnement. Un environnement donné influence la forme et les thèmes pris par la créativité. La créativité ne se développe pas chez un individu, de façon sui generis qui dirait dans sa baignoire « Eureka ! J'ai trouvé ». La créativité, y compris dans le domaine de la recherche, dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et comme le disait Canguilhem, si on veut être créatif, il faut être accroché à son environnement. Donc, dans cette perspective planifiée et fortement régulée, l'identité se construit à partir de l'organisation économique et des rapports sociaux. Au point qu'un penseur comme Althusser, lorsqu'il s'est autorisé à dire « Oui, il y a bien la détermination de la base économique sur la superstructure et la culture, mais en dernière instance, car la culture peut aussi influer sur l'identité sociale et la base économique à certains moments. » On l'a mis en dehors du Parti communiste français. Dans les années 1970, le culturalisme s'est libéré suite à mai 68, en particulier à gauche, et une pensée culturaliste s'est développée avec des véhicules bien connus, en particulier Libération. C'étaient des gens qui disaient « Non. Non. La société ne s'organise pas comme vous dites. Elle s'organise à l'inverse. Elle s'organise par la culture, par les symboles, par les normes, par les valeurs, etc. et redescend. On ne va pas être esclave de ce qui se passe au niveau de la base matérielle. On va la changer. » C'est tout le sens du courant gauchiste et alternatif des années 70. Avec les années 80 là, je vous parle de ma propre expérience. J'ai conduit beaucoup de recherches pour l'UNESCO sur le développement endogène. Nous avons, avec mon laboratoire de recherche au CNRS, publié un ouvrage aujourd'hui épuisé, mais traduit dans plusieurs langues, intitulé « Multinationales et développement endogène ». Il suffit de lire le titre pour comprendre son contenu. L'idée était la suivante. L'UNESCO voulait que l'on regarde comment les grandes firmes qui commençaient à s'installer dans le monde contrariaient les caractéristiques sociétales endogènes. Pour réaliser cette étude, j'ai visité Bandiagara, les Dogons du Mali qui jouaient de la musique devant les touristes. J'ai visité Chichicastenango au Guatemala où vous aviez aussi un marché comme le marché de mon petit village provençal avec beaucoup de touristes autour. Je suis allé en Thaïlande, etc. On a regardé partout. L'objectif de l'étude, c'était de montrer que les multinationales pouvaient représenter un danger pour les cultures autochtones. C'était vraiment un bouquin qu'on dirait aujourd'hui gauchiste. Nous vérifions ce que faisait Unilever qui produisait des arachides au Sénégal, les passait par bateau pour les transformer en huile en Hollande, le Sénégal ne transformant rien. Nous avions constaté ce que devenait le bois ivoirien, toutes les forêts dévastées mais les meubles étaient fabriqués en Italie ou ailleurs, etc. Je vous passe les détails, vous imaginez le bouquin. L'ouvrage était consacré aux médias, à l'éducation, à la culture, aux télécommunications. Ce livre a remporté un franc succès, notamment en Amérique latine auprès des dirigeants à cette époque-là. Et bien plus qu'à Washington. Le directeur du programme à l'UNESCO qui s'occupait de sa diffusion était un Russe. Lui non plus ne faisait pas ça de manière innocente. Nous avons énormément travaillé pour essayer d'établir une relation entre l'énorme implication des multinationales et les États. Nous disions aux États, faites attention, vous n'aurez plus grand-chose à dire si vous ne prenez pas des mesures pour vous protéger, y compris financières. Aujourd'hui, on parle de fraude fiscale, de prix de transfert, mais tout cela était déjà dans ce livre. Tout le monde sait maintenant que pour une multinationale qui a des filiales dans 100 pays, il lui suffit de facturer plus ou moins cher ce qu'elle importe de sa filiale au siège pour modifier sa fiscalité. C'est ainsi que de nombreuses entreprises aujourd'hui contribuent faiblement au PIB national, parce qu'elles font fabriquer leurs produits en Asie ou ailleurs et utilisent les prix de transfert afin que les profits apparaissent là où la fiscalité est la plus faible. C'est très facile à faire,
Et vous ne pouvez pas opposer grand-chose face à ce genre d'organisation. Sans compter l'importance de la domiciliation fiscale. Nous avions expliqué cela, et pensions avoir raison. Nous pensions, travaillant pour une organisation des Nations Unies, que les institutions mondiales allaient évoluer, que d'autres allaient s'installer pour réguler ces phénomènes et permettre de maintenir un développement endogène des sociétés. Il est piquant de constater deux choses. En premier lieu, les gens étaient ravis, ça a permis de donner des conférences partout dans le monde. C'est typique de l'UNESCO qui développe des idées mais qui n'est jamais représentée, de même que le BIT, autour de la table lorsque se réunissent les grandes organisations financières, Banque mondiale, FMI et commerciales, GATT. Cependant, cette idée de régulation pour favoriser le développement endogène inquiétait. 6 mois après ces débats, les Américains ont quitté l'UNESCO. Ils n'ont plus participé au financement de l'UNESCO pendant plusieurs années. 2 ans après, j'ai bien constaté que tous les pays faisaient exactement le contraire de ce que nous avions recommandé. Ils faisaient appel aux investissements directs internationaux et aux multinationales sans aucune différenciation, en se livrant à un concours de beauté fiscale pour les attirer. Maintenant que je travaille sur la Méditerranée, je peux vous dire que les pays du sud de la Méditerranée poursuivent la même politique. Ils essaient d'attirer des investissements directs étrangers, y compris après le printemps arabe ou l'instauration de pouvoirs islamiques. C'est ce qui explique qu'ils font l'éloge du tourisme et adaptent un peu leur position culturelle dans les constitutions, parce qu'ils savent qu'ils dépendent économiquement de ce secteur. Ils voient aussi l'importance de la masse financière disponible dans nos pays, du fait du vieillissement de la population, et l'impact des investissements directs étrangers sur la croissance des pays qui ont été les plus accueillants. Nous étions très satisfaits de notre étude, mais celle-ci n'a eu strictement aucun effet. Pendant ce temps, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international disaient aux États, « Vous devez faire des ajustements structurels, c'est-à-dire qu'il faut privatiser, il faut réduire votre secteur public, il faut supprimer le statut du travailleur, par exemple en Algérie, et plus généralement créer un business climate favorable. » J'ai beaucoup travaillé avec eux sur ces questions. Et nous arrivons aux années 90, où même le monde communiste s'effondre avec une transition très difficile. Avec les années 90, nous sommes entrés dans un monde tout à fait nouveau, totalement contrôlé par l'exigence de l'accumulation du capital et du profit, dans le cadre d'un système capitaliste que nous connaissons et qui a lui-même évolué, sous la pression de l'actionnariat et de la participation. On le comprend lorsque l'on entend le président d'une très grande entreprise vous dire « Quand je rentre dans l'usine tous les matins, il y a le cours de la bourse de ma société à l'entrée et mes salariés sont actionnaires, de tout petits actionnaires certes, mais cela a généré un mouvement qui avec ce qui s'est passé à l'Est a complètement changé la donne. » Et depuis, nous vivons cette évolution de manière accélérée, en observant un système qui s'implante partout dans le monde, qui a une gouvernance extrêmement forte, avec finalement des institutions démocratiques nationales et multinationales manifestement en retard. Une nation quelle qu'elle soit ne peut pas faire grand-chose par rapport à ce système et par la place désormais prise par la finance. La modernité, c'est désormais être cosmopolite, et s'ajuster aux conditions de compétitivité offertes par les plus performants. L'avantage incontestable a été un considérable rattrapage en termes de revenus de continents entiers, un accord tacite entre les grandes puissances pour la limitation des conflits du fait de l'interdépendance économique et financière désormais atteinte. L'inconvénient est une dilatation de l'espace social à l'intérieur des nations. Il y a ceux qui sont insérés dans la mondialisation avec des avantages comparatifs et les autres, et des pertes d'identité qui engendrent deux phénomènes extrêmement dangereux. Le retour de nationalisme fermé et peut-être demain un nouveau conquérant et le refuge identitaire dans des dogmes religieux qui s'opposent. Qu'est-ce que cela signifie pour le sujet qui nous intéresse ? Je crois que tel qu'il est, ce système n'est plus viable à long terme. Le signe est ce qu'est en train de se produire, une inversion sensible de ce qui fait une société, chose extrêmement sensible dans le monde arabe. La culture est revenue se placer au centre. La culture reprend le pas sur un système finalement d'une banalisation totale. Certes, il faut conquérir des marchés, il faut faire de l'argent, il faut aller produire là où c'est le moins cher et le plus productif.
Il faut se doter d'une méthode pour avoir des gains de productivité et des économies d'échelle, c'est la concentration, etc. Voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais manifestement tout indique que ce monde ne pourra pas continuer au même rythme et que la dimension culturaliste est en train de réapparaître. C'est vrai en particulier pour le monde musulman, qui nous dit clairement désormais: dans nos sociétés on n'accepte pas ce modèle où la culture est dominée par une base matérielle, où seul le profit est roi et où toute activité, même la plus vulgaire qui produit de la valeur, a droit de citer. C'est cela qui nous pose un problème. Votre sujet est donc d'une grande actualité. Mais le contexte a changé. L'enjeu est de consolider une identité, de remettre la culture au centre de nos sociétés tout en continuant l'ouverture internationale avec ses règles, qui évoquent à bien des égards une guerre économique. Celui qui la gagnera sera celui qui obtiendra les coûts unitaires du travail, le rapport salaire-productivité, les plus bas et aura la meilleure attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers. Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'ai changé d'avis, je crois désormais que c'est une bonne chose. Quand je vois que le revenu de 70% des Chinois augmente à grande vitesse, sur la base d'un salaire moyen inférieur à 200 €, je me dis qu'il s'agit d'un progrès incontestable même si cela nous crée des difficultés. J'espère que le phénomène de mondialisation est irréversible, même s'il doit davantage être encadré et prendre des formes plus progressives. Deuxième point, l'attitude défensive. Vous comprenez bien que sur l'attitude défensive, j'ai des réserves. L'attitude défensive, c'est quoi? C'est l'argent public pour soutenir telle ou telle association culturelle, telle ou telle manifestation qui ne passera jamais à la phase marchande, tel ou tel facteur de créativité qu'on n'évaluera jamais. Ce sont les statuts tout à fait extraordinaires dans la sphère culturelle. C'est le monde que je connais bien et auquel j'appartiens moi-même, qui permet de prendre 6 mois pour faire quelque chose puis après une période de chômage d'1 an de reprendre un contrat de 6 mois et ainsi de suite. Ces pratiques ne sont bonnes pour personne. Donc l'attitude défensive oui, mais attention à faire des choix, à bien cerner les problèmes, à être méthodique dans la mise en œuvre des politiques. Je suis président de l'école de la deuxième chance de Marseille. Je vois bien comment cela se passe au niveau de la formation professionnelle et avec les associations. Ce sont des milieux hétérogènes. Vous y rencontrez des gens formidables qui survivent grâce à des subventions publiques, mais souvent les subventions publiques sont octroyées en fonction d'opinions politiques. Ce n'est pas un système durable. Je pense qu'il faut maintenir les subventions à la culture. Je suis très favorable à l'exception culturelle française. Je trouve absolument merveilleux le fait qu'on ait réussi à mobiliser les citoyens sur ce projet. Néanmoins, il ne faut pas que cette bonne orientation se traduise par du gaspillage, de la baisse de qualité. Il faut montrer quelque chose qu'en d'autres temps nous savions bien faire, avoir des moteurs et des exigences collectives qui produisent une qualité au moins équivalente à celle qui résulte de la perspective du profit. Bien que n'étant pas spécialiste de ces problèmes, je dis toutefois attention à l'attitude défensive. Il faut certes la garder en réserve par exemple, pour protéger les langues régionales, mais il faut aussi veiller à l'environnement. Nous rencontrons en effet un contre-exemple tout à fait parlant avec la Corse. La Corse est la seule région de France qui ait vraiment conservé sa langue. Les activités économiques y sont peu développées, à l'exception de la spéculation immobilière. Cet exemple montre qu'il convient que la base économique, à un moment donné, corresponde aux ambitions culturelles. Il faut donc injecter de l'argent public et pratiquer l'exception culturelle, pousser à la productivité, évaluer de façon indépendante la qualité du résultat. Je suis moi-même horrifié de voir que dans les masters, tout le monde doit parler anglais même très imparfaitement. C'est bien ce qui se passe dans mon université, même si on ne sait pas parler correctement l'anglais. Moi le premier, les étudiants ont droit à des PowerPoint, qui évitent de faire trop de fautes en anglais mais qui réduisent la pensée. Je sais que lorsque je vais publier un bouquin, il doit être écrit en anglais. Je l'écris en français et le donne à un traducteur. Le traducteur est scandalisé parce que mes phrases sont trop longues. La langue française n'est pas la langue anglaise. L'anglais semble organisé de façon plus rationnelle. J'aime cependant que la langue française reste au fondement de notre affaire. Cela veut dire que dans les masters spécialisés, comportant des évaluations, benchmarking, internationales,
Il faut aller dans les revues anglo-saxonnes, mais pas exclusivement. En effet, nous avons commis une erreur majeure. C'est de n'avoir pas défendu le français. Ma discipline est l'économie. J'ai été conseiller du Premier ministre à Matignon. Je n'ai pas pu obtenir les sommes nécessaires pour promouvoir les 4 revues françaises à un niveau international. Pendant ce temps-là, vous aviez Elsevier qui assurait la diffusion d'une 50aine de revues internationales, et tous mes étudiants aujourd'hui en sont à courir et à attendre 3 ans, pour placer un article dans une revue internationale classée dans les benchmarks à un rang satisfaisant. Lors des réunions des commissions de spécialistes auxquelles je participe, la question clé est: combien a-t-il publié d'articles dans les revues à comité de lecture de rang A ou B? Et lorsque je pose la question: mais quel est le point de vue qu'il défend dans son article? En général, le rapporteur ne le sait pas. De ce point de vue, la manie actuelle de la publimétrie me paraît un obstacle important à la construction d'une identité sur un territoire donné. Cela rappelle l'histoire de l'inventeur du télégraphe qui est allé voir son professeur de philosophie aux États-Unis et lui dit: « J'ai réussi à télégraphier entre l'Europe et les États-Unis. » Et son professeur de philosophie lui répond: « Ah bon? Et que se sont dit les 2 premiers qui se sont parlé? » C'est vraiment la question à se poser. Ce n'est pourtant plus la question centrale dans les universités et centres de recherche, et moi cela m'exaspère. Tout ceci pour dire qu'il faut être défensif, mais en ayant bien conscience des limites de cette stratégie qui ne peut faire l'impasse sur un niveau de compétitivité requis dans quelque domaine culturel que ce soit. Alors parlons maintenant de l'action positive. Concernant votre sujet, il y a une formidable opportunité d'action positive lorsque l'on se place au niveau régional. Ce niveau est-il pertinent? La réponse est oui. Je vais vous donner une information peu connue. Le PIB de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est équivalent au PIB de la Tunisie avec la moitié de la population. Et le PIB de Marseille et de sa métropole représente... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.